Merci Madame la Présidente. Dans l'amendement qui a été proposé, in fine, ou du moins repris par le rapporteur, il me paraît qu'il y a quelque chose de très important, et je ne suis pas du tout d'accord avec mon collègue Letchimy, pourtant où nous sommes souvent d'accord sur beaucoup de choses, mais là, à titre exceptionnel, non. Ramener la durée de portage des investisseurs à 5 ans est essentiel, parce qu'on ne peut pas se retrouver avec des durées de portage pour des investissements productifs à 5 ans et pour les investissements productifs dans le secteur hôtelier à 15 ans. Il est clair qu'on n'aura plus un investisseur qui viendra sur une durée de 15 ans. Donc ça, cet aspect-là de l'amendement est un aspect tout à fait positif. Par contre, l'aspect qui me semble insuffisant en ce qui concerne cet amendement, et je demande vraiment au gouvernement d'y réfléchir, il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas le feu au lac, ça peut être tout à fait corrigé, c'est que passer d'une durée qui était trop courte, certes, on l'admet, on le constate, et il y a des abus qui ont dû être réprimés, c'est une bonne chose, donc qui était une durée de 5 ans d'obligation d'exploitation en établissement hôtelier, de la porter de 5 à 15, comme ça du jour au lendemain, c'est quand même une durée extrêmement importante. Et donc, il semblerait raisonnable, tout en allant dans le souci qui est exprimé par le gouvernement, que cette durée complémentaire exigée d'exploitation par les établissements hôteliers soit portée à 10 ans. Je crois que ce serait un pas significatif et raisonnable qui serait fait dans le bon sens. Donc, oui à l'amendement, pour la durée de 5 ans en ce qui concerne les investisseurs et pour une durée de 10 ans en ce qui concerne les exploitants hôteliers. Monsieur Gomez, nous vous écoutons pour le 420. Oui, Madame la Présidente, même objectif. M. Letchimy a rappelé le cadre dans lequel on est. Une évolution majeure a eu lieu en 2014 sur le dispositif d'aide au financement des investissements dans les collectivités d'outre-mer, en l'espèce les collectivités de l'article 73. En clair, au-delà de 20 millions d'euros, c'est le dispositif de crédit d'impôt, de chiffre d'affaires, c'est le dispositif de crédit d'impôt qui désormais s'applique pour les investissements productifs. Au-dessous de 20 millions d'euros, c'est le dispositif de défiscalisation traditionnel qui a vocation à s'appliquer. Il est toutefois prévu l'extinction progressive du dispositif de défiscalisation traditionnelle, 20 millions d'euros aujourd'hui de chiffre d'affaires, l'année suivante 15, l'année d'après 10, l'année d'après 5, et enfin l'extension définitive. Donc, à juste titre, M. Letchimy et ensuite l'ensemble de l'Assemblée a adopté un amendement qui dit « OK sur la démarche qui est engagée dès lors qu'un dispositif de financement pérenne du crédit d'impôt est susceptible d'être mis en place à un coût qui soit à taux zéro par les banques de manière générale et la BPI en particulier. Or, ce dispositif n'est toujours pas en place. J'en veux pour preuve le rapport que j'ai effectué au nom de la délégation Outre-mer avec M. Philippe Vigier, qui a été enregistré en mois de juillet 2018, diffusé à l'ensemble du gouvernement, au cours duquel nous avons auditionné l'Association française des banques ainsi que la BPI, qui ont tous les deux reconnu qu'elles n'avaient pas été hyper motivées, ni hyper engagées à être motivées pour mettre en place ce dispositif de préfinancement, donc des crédits d'impôt. Donc on se retrouve dans une situation où on va vers l'extinction de ce dispositif, et en clair, les entreprises qui ont les moyens nécessaires, qui ont les fonds propres nécessaires, qui sont bien vus par leur établissement bancaire, c'est-à-dire qui sont florissantes, n'auront aucun problème, bien sûr. Par contre, celles qui ont besoin d'être soutenues, on sait la problématique des fonds propres dans les entreprises ultramarines, on sait le caractère réticent des établissements financiers à les aider dans un certain nombre d'investissements, et à partir de ce moment-là, elles ne pourront pas les réaliser. Donc je crois qu'il est indispensable que cet amendement opportun qui avait été adopté par notre Assemblée puisse être maintenu, ce qui donc nous conduit à vous proposer, pour l'un comme pour l'autre, la suppression des alinéas en conséquence dans ce projet de loi de finances. Merci, monsieur le député. À M. Letchimy comme à M. Gomez, j'entends ce qu'il dit. Et l'idée, effectivement, et là je voudrais prendre très rapidement et très, très fortement devant vous un engagement, c'est bien de demander à la BPI de faire ce travail. Et nous le ferons dès l'année prochaine et vous aurez l'occasion de le constater. Il n'y a pas de doute là-dessus et ce sera bien la BPI de le faire. On ne va pas créer un deuxième dispositif. Effectivement, c'est au gouvernement de demander à la BPI de le faire, nous le ferons. Donc un avis défavorable pour vous rassurer, comme l'a dit monsieur le rapporteur général. Je partage effectivement ces propos. Je vous remercie. Monsieur Gomez, vous avez la parole. Monsieur le ministre, ce que je vous propose, c'est que nous prenions rendez-vous, même si en politique, les rendez-vous à un an sont extrêmement risqués par les temps qui courent. Mais prenons rendez-vous, monsieur le ministre. Nous avons reçu, je l'ai dit, l'Association française des banques et la BPI. Malgré ce qui avait été indiqué lors du projet de loi
et l'amendement qui a été adopté, aucun dispositif digne de ce nom de préfinancement n'a été mis en place. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Ça n'est pas assez lucratif, ça ne les intéresse pas, donc ils ne le mettent pas en place. Le dispositif, en réalité, il a vocation à s'éteindre de manière progressive, c'est-à-dire qu'il va passer au 1er janvier 2019 à 15 millions d'euros, au 1er janvier 2020 à 10 millions d'euros, au 1er janvier 2021 à 5 millions d'euros, et il s'éteindra en 2022. Donc, Monsieur le Ministre, si nous pouvions, l'année prochaine, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, vérifier que cette fois-ci, la BPI a bien mis en place un dispositif de préfinancement pérenne pour les entreprises ultramarines, à partir de ce moment-là, on pourra en être satisfait. Si tel n'est pas le cas, Monsieur le Ministre, si tel n'est pas le cas, à partir de ce moment-là, je vous demanderai de bien vouloir geler à 15 millions d'euros, le niveau où il sera, le seuil au-delà duquel il faut faire appel au crédit d'impôt. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, c'est un sujet qui a également été abordé dans le rapport sur la défiscalisation des investissements dans les collectivités ultramarines qui a été rendu donc en juillet 2018 et adressé à celles et ceux qui sont concernés par ces sujets-là. La baisse de l'impôt sur les sociétés qui a été décidée, faisant passer de 33% en 2018 à 25% en 2022, qui est une excellente chose pour nos entreprises, impacte de manière extrêmement forte les schémas de défiscalisation à l'impôt sur les sociétés. En clair, ces schémas-là sont réduits en termes d'attractivité de 10 à 13 points par rapport à la base éligible, par rapport au niveau d'impôt sur les sociétés qui existait précédemment. Donc ces deux amendements que j'ai déposés, le 2009 et 2010, proposent deux méthodes différentes, non pas pour améliorer un avantage, non pas pour créer un avantage, non pas pour renforcer un avantage, mais simplement maintenir l'avantage au niveau où il était avant la baisse de l'impôt sur les sociétés. Donc c'est un coefficient de révision sur un amendement lié à la baisse de l'impôt sur les sociétés, et c'est un autre dispositif qui s'inspire de la défiscalisation à l'impôt sur le revenu pour le deuxième amendement. Alors pourquoi il est indispensable que ce schéma à l'IS puisse être maintenu? Parce que les gros investissements qui dépassent 30 millions d'euros dans nos collectivités françaises du Pacifique sont des investissements qui sont assez systématiquement financés au travers de l'IS et pas au travers des schémas à l'IR. Pourquoi? Parce qu'un schéma à l'IR, il faut aller chercher 500 contributeurs métropolitains, il faut une autorisation dédiée de l'autorité des marchés financiers, donc c'est beaucoup plus contraignant, beaucoup plus prohibitif, beaucoup plus long qu'un schéma à l'IS qui est plus simple à mettre en place. Donc, supprimer les schémas à l'IS ou les rendre moins attractifs, c'est rendre plus difficile le financement des investissements structurants, renouvellement de flottes d'avions, réalisation d'hôtels dans les collectivités françaises du Pacifique. Je le dis parce qu'en ce qui concerne les DOM, la trajectoire de baisse de l'IS n'impacte pas ce type de dispositif. C'est un avis également défavorable. Le coût budgétaire serait évidemment très élevé, et évidemment sur l'effet miroir que vous évoquez, M. Gomez, de la baisse de l'impôt sur les sociétés métropole. Mais j'ai entendu vos arguments, nous avons pu échanger rapidement ces dernières heures, ces derniers jours, et je suis heureux qu'en début de semaine prochaine, vous ayez la possibilité de voir avec nous comment les choses peuvent évoluer. Donc c'est aujourd'hui, pour dire au rapporteur général l'avis du gouvernement, un avis défavorable, avec, comme la question que vous posez, effectivement est complexe et peut avoir un coût budgétaire important, un travail que nous pourrions faire en commun, puisque nous avons déjà rendez-vous ensemble au début de semaine prochaine. Donc si vous pouvez retirer votre amendement avec la promesse de ce travail, sinon ce sera un avis défavorable, et on se reverra dans quelques instants, si j'ose dire, dans quelques heures, dans quelques jours, pour pouvoir continuer à travailler cette question problématique des amendements 2009 et 2010. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Gomez, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, effectivement, on a évoqué ça à l'occasion d'une réunion que nous avons tenue. Votre secrétaire d'État devant la délégation Outre-mer, au cours de laquelle le problème avait été posé également, s'était engagé à ce que les modalités d'application soient effectivement revues pour que cette baisse de l'impôt sur les sociétés n'impacte pas les schémas ALIS au titre de la défiscalisation. Le rapporteur, comme il a été indiqué lorsque Philippe Dunoyer, mon collègue calédonien, avait déposé cet amendement, s'était également engagé à ce qu'une réflexion et une rédaction soient proposées. Donc je crois qu'on doit y arriver. L'objectif, c'est pas que ça coûte plus cher, surtout pas. L'objectif, c'est que ça soit complètement neutralisé par rapport au dispositif actuel. Donc dans la perspective de ce rendez-vous, et je l'espère, d'une solution juridique ad hoc, mes amendements sont retirés. Madame Maïnassa, vous avez la parole.
Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous voilà enfin arrivés au terme des discussions sur l'intégration du secteur de la croisière aux aides fiscales à l'investissement, comme nous tentons de le faire déjà depuis un mois. Donc après un avis de sagesse dans la première partie du PLF, puis une demande de retrait lors de la commission. Monsieur le ministre, je sais qu'il y a eu beaucoup d'échanges et que nous nous sommes plus ou moins accordés pour contraindre finalement ce dispositif à des paquebots de croisière d'une taille un peu plus inférieure que 600 passagers, donc 400 passagers. Et c'est effectivement ce que nous proposons dans cet amendement. Nous proposons un amendement 2519 un peu plus restrictif que le vôtre, il est bien vrai, mais qui prend compte d'une part, objectivement, des efforts très importants que va faire le gouvernement français désormais dans la défiscalisation, mais aussi pour pouvoir, et c'est le point le plus essentiel de notre différence, faire que c'est dans la zone économique exclusive que l'on peut avoir la défiscalisation, parce que, évidemment, la Polynésie est grande, mais elle est grande dans un très grand océan qu'est le Pacifique, et ça pourrait bénéficier par effet de report à d'autres investisseurs que ceux qui sont dans l'emploi local et dans la vie locale de la Polynésie française, alors qu'on fait la défiscalisation pour ça. Et ça nous ouvrirait des contentieux évidemment inquiétants d'adapter votre amendement 1843 et les suivants. Alors ce que je vous propose, Madame la députée, c'est donc se rallier au 2519 avec l'engagement de ma part. Je pense que j'ai montré depuis mon déplacement en Polynésie une certaine écoute du gouvernement et du président Fritsch ainsi de vous-même, tant pour le travail des agents publics que pour les concours qui se font désormais à des heures, me semble-t-il, raisonnables en ce qui concerne mon ministère, que hier le vote très important qu'a eu l'Assemblée sur l'hôtel qui appartenait à l'État et qui sera désormais évoqué pour les victimes des essais nucléaires. Je crois que vous pouvez, me semble-t-il, faire confiance au gouvernement et adapter le 2519 qui permet d'aider l'économie locale, de circonscrire les navires de croisière à la zone économique exclusive qui est grande comme l'Europe et d'avoir une interprétation, je lui prends l'engagement ici, du bureau des agréments, d'avoir une vision souple des choses pour que ça profite en effet aux Polynésiens et à l'économie polynésienne, mais pas, si j'ose dire, aux pays qui entourent la Polynésie et qui connaissent évidemment un certain nombre de déplacements locaux qui seraient contraires, me semble-t-il, à la bonne utilisation des fonds publics. Les amendements qui sont présentés traitent de 3 sujets qui sont liés à votre proposition. D'abord, je voudrais vous remercier pour effectivement la proposition que vous faites, le 25-19, mais je voudrais vous expliquer pourquoi nous proposons ces sous-amendements. Tout d'abord, j'ai bien noté votre volonté de circonscrire effectivement cette aide à des bateaux qui exercent dans nos eaux. Bien sûr, c'est notre objectif. Mais je vous rappelle aussi que votre amendement n'est pas dédié qu'à la Polynésie française. Donc, je pense aussi aux autres territoires. Et tous les territoires n'ont pas la taille de l'Europe. Donc, ce que l'on propose aujourd'hui pour la croisière est inférieur à tous les taux aujourd'hui qui sont fixés au 199. Donc, je voulais vous en faire part parce que 20% de 35, c'est 7% d'aide. Donc, on est quand même bien en deçà. Les 3 variantes que nous vous proposons permettent aux plus proches de vous, à minima, de s'aligner sur le taux le moins avantageux du 199 indices B. Donc c'est le normalement, bon, il y a eu directif, mais normalement c'est le 2611 qui donc applique le taux le moins avantageux. Sinon à 50, celui qui est réservé au câble, mais enfin, excusez-moi, monsieur le ministre, à part le fait qu'il traverse les océans, les câbles numériques et les paquebots de croisière ont peu de choses à voir. Oui, rapidement, la même chose, Monsieur le Président. Donc l'amendement du gouvernement au détriment des autres amendements et sous-amendements, avec un avis défavorable pour le reste. Dire simplement à Madame la députée, qui a fait beaucoup de kilomètres pour défendre ces amendements, donc je vais prendre en considération très rapidement ces demandes. D'abord, il n'existait pas aujourd'hui de défiscalisation. Donc il y en a une désormais, vous pourrez tous s'en féliciter, c'est un point important. Deuxièmement, nous assumons le fait que nous préférons que ça profite en effet au territoire de la République française, à la Polynésie, à la Nouvelle-Calédonie, et non pas à Haïti ou à la République dominicaine. Troisièmement, vous avez, Madame, ma parole que le bureau des agréments va regarder les choses de manière effectivement interprétative, positive, mais pour ne pas s'ouvrir des contentieux. Puis quatrièmement, je voudrais quand même rappeler aux parlementaires qui sont dans la salle que nous faisons un régime de défiscalisation pour un territoire qui ne paye pas l'impôt sur le revenu français. Donc,
C'est un point important. Je pense qu'il ne faut pas nier le fait que c'est un point très important que nous sommes en train de mettre en place. Donc il ne faut pas non plus que le régime de défiscalisation que nous mettons en place ne profite pas exclusivement aux territoires français, polynésiens et calédoniens, par exemple. Et si jamais il devait y avoir ici ou là un certain nombre de choses qui quittent le territoire national, qui quittent le pays de Nouvelle-Calédonie ou le pays de la Polynésie française, je vous fais l'engagement ici, on pourra le vérifier sur place et sur pièce, que le bureau des agréments aura une interprétation positive, sans rentrer dans la loi, parce que vous allez desservir votre territoire en adoptant les sous-amendements évoqués. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, j'ai écouté à la fois avec beaucoup d'attention l'intervention de Madame Sage et votre réponse, Monsieur le Ministre. Un amendement de Madame Sage dit qu'il faut que 90% de l'activité soit au sein de la zone économique exclusive. 90% de l'activité, elle l'expose, elle l'explique. Si le bateau fait un saut à Pitcairn, il n'a plus aucune utilité en termes de recettes touristiques pour la Polynésie française. Mais bien sûr qu'il a une utilité. Mais on comprend qu'en termes de produits commerciaux, c'est intéressant. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Enfin, il faut être ouvert quand même. Elle ne change pas de manière fondamentale, de manière structurelle, de manière substantielle, la proposition que vous faites. Elle l'aménage de manière réaliste. Donc franchement, 70%, 90% de l'activité dans la zone économique exclusive, ça doit être un élément qui, en toute honnêteté, en toute objectivité, en toute simplicité, en toute sincérité, doit être accepté par le gouvernement. En ce qui concerne maintenant le taux de défiscalisation, mais en quoi la Polynésie a un potentiel extraordinaire. Vous le savez, vous y êtes allé. Vous l'avez touché du doigt. Vous avez vu l'engagement des exécutifs, des collectivités locales dans cette affaire. Donc oui, non mais ok, donc vous l'avez touché du doigt. Puis à la fin, vous savez, c'est comme au tennis, on finit petit bras. La balle, elle finit dans le filet. Si. Pourquoi le taux de rétrocession, l'avantage est de 38,5 en ce qui concerne le tourisme en manière générale, et il serait le plus bas jamais existant en matière de défiscalisation pour la croisière. Donnons la chance à la Polynésie de créer ses emplois. Je ne parle même pas de la Calédonie, je parle de la Polynésie. Donnons-lui la chance de créer par son activité, par son développement, par son volontarisme, la possibilité de créer ses emplois. Il n'y a rien d'extraordinaire, croyez-moi. Et au total, ça coûtera beaucoup moins cher à l'État que la situation actuelle. Monsieur Gomez, je tiens à préciser au président. Vous voyez ? Et après, il y a le problème du taux. C'est ça les deux questions. Donc je pense qu'il faudra tenir compte de ce que disent nos collègues des territoires concernés. Merci beaucoup, monsieur de Courson. Je mets donc on voit ces différents amendements. Le 1643, qui n'a pas été retiré, a eu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre, n'est pas adopté. Avant de procéder au vote sur l'amendement du gouvernement, je mets au voie les sous-amendements de Madame Sage. Tout à l'heure, je vous ai donné la parole, vous n'avez pas souhaité réagir. Je les mets donc successivement au voie. Le 2612, un avis défavorable qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Le 2599 qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Le 2616 qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Le 2607 qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Le 2611 qui est pour, qui est contre, qui n'est pas adopté. Le 2615 qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Et je mets aux voix l'amendement du gouvernement avec un avis favorable de la commission qui est pour, qui est contre, il est adopté. C'est vous qui le présentez. Merci, Président. Oui. En fait, cet amendement est un amendement auquel s'est rallié M. Gomes, qui avait déposé un amendement comparable et qui a bien voulu se rallier à celui de la Commission. C'est un amendement qui étend le champ de la défiscalisation aux travaux de réhabilitation, de rénovation, de reconstruction effectués sur les logements achevés depuis plus de 20 ans, qui permet aux logements d'acquérir des performances techniques proches de celles des logements neufs. Cet amendement donc, avait déjà été déposé en première partie. J'avais dit l'intérêt qu'il y avait et l'intérêt à le retravailler. M. Dunoyer l'avait déposé également. Et nous avons abouti sur cette rédaction en commission. Et je mets aux voix à Monsieur Gomez. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, je voulais remercier à la fois le rapporteur et le gouvernement concernant la possibilité ainsi offerte pour les collectivités du Pacifique, celle de l'article 74 et la Nouvelle-Calédonie en particulier, de pouvoir bénéficier désormais de la défiscalisation pour la réhabilitation des parcs de logements sociaux âgés de plus de 20 ans. Vous imaginez qu'une grande part de notre logement social en Nouvelle-Calédonie, près de 14 000 logements, est aujourd'hui assez ancien et qu'il nécessite des opérations de réhabilitation très lourdes. Ça va donc nous permettre
de les effectuer et par là même que les Calédoniens qui sont admis au bénéfice de ces logements, qui sont bien sûr parmi les plus modestes du pays, puissent vivre dans des conditions plus décentes. Donc merci au gouvernement d'avoir eu un œil favorable sur cette proposition. Merci beaucoup, Monsieur Gomez. Je mets donc aux voix cet amendement 1971 avec un avis favorable de la Commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Oui, Monsieur le Président, il est question en l'espèce du dispositif Pinel qui favorise la réalisation de logements intermédiaires de manière générale et en particulier, bien sûr, dans les collectivités ultramarines. Ce dispositif nécessite une certaine confiance de la part des investisseurs pour aller, le cas échéant, prendre quelques risques d'investissement dans des collectivités ultramarines comme la Nouvelle-Calédonie où on a un référendum tous les 2 ans pour savoir si on sort ou pas de la République. Donc bien évidemment, ce n'est pas un moteur extrêmement puissant pour favoriser les investissements des métropolitains dans le logement intermédiaire sur notre territoire. Il existait dans le temps, en 2010, un cellier qu'on appelait le cellier Pacifique qui prévoyait un taux majoré en ce qui concerne les investissements réalisés dans ce logement intermédiaire. Ce serait une manière de composer la défiance qui pourrait, le cas échéant, alimenter parfois les investissements des investisseurs de l'Hexagone dans ces collectivités lointaines. Tel est le sens de l'amendement proposé. Merci beaucoup, Monsieur Gomez. L'avis de la Commission Les taux sont déjà majorés. est un avis défavorable. Un même avis défavorable de la part du gouvernement. Je le mets directement aux voix. Qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté.